Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en ce moment pour cette édition. Voici le principal titre de ce journal. Des dégâts matériels énormes causés par les fortes pluies de ces derniers temps avec le débordement des eaux dans certaines localités de Ngazidja. Nous débutons ce journal avec les dégâts causés par les fortes pluies qui continuent de s'abattre dans beaucoup de régions du pays. La localité de Bandamadji, dans Itsanda, en a fait les frais suite au débordement des eaux depuis le camp militaire de Kandani en tout cas et selon de sources proches, aucune perte en vie humaine. Reportage de Hazar Mbaye et Abdillah Mdawama. De nombreuses habitations de la localité de Bandamadji Itanda ont subi ce débordement de l'eau, mais celle de la famille de Gaulle a été beaucoup plus submergée. Des dégâts matériels ont été enregistrés. Les meubles, matelas, valises de vêtements ont été inondés. On n'arrive même pas à distinguer les chambres de cette maison et le dehors. Des agents de la direction de la sécurité civile sont intervenus pour porter main forte à la population locale. Selon ce jeune, l'inondation serait artificielle. À cause d'un mur qui est à Kandani, en militaire, qui est juste à côté de nous. Bon, ce mur-là, il y a une partie du mur qui s'est écroulée et à cause de ça, il y a beaucoup d'eau qui passe à travers cette fissure-là. Et à cause de ça, l'eau est rentrée partout ici dans nos maisons. Partout, à la cuisine, dans les chambres, partout. Parce que l'eau a ramené une pression énorme. Du coup, ce phénomène-là, ça ne s'est jamais passé ici, dans cette zone-là. Et on était là avec la COSEF ce matin pour trouver une solution d'arrêter l'eau, de rentrer à l'intérieur de la maison. Mais c'est pas garanti. Parce qu'on a juste mis des sacs de sable à côté, partout, des morceaux de tôle, par-ci, par-là, mais c'est pas garanti. Donc il faut qu'on trouve une solution pour empêcher l'eau de faire encore des dégâts, parce que si on n'arrive pas à trouver une solution de rétablir un nouveau mur depuis Kandani, à chaque fois qu'il y aura des pluies, toutes nos maisons seront inondées. Cette maison en envahissement d'eau a été aménagée pour un grand mariage le 8 septembre prochain. Les propriétaires et la population de Bandamadji Itanda sollicitent une solution efficace pour mettre un terme à ce phénomène. Restez toujours avec nous au sujet des intempéries qui continuent de s'abattre sur le pays. Certaines activités tourne au ralenti en ce moment. Toutefois, au niveau des marchés de la capitale, certains vendeurs s'y rendent et mènent leurs activités au quotidien. Reportage Mbaraka Ismaël et Salim Ben Abdillah Zarkachi, compte rendu de Shafaou Marouf. Depuis 2 jours, des fortes pluies s'abattent sur l'île de Ngazidja. Une situation qui retient certaines personnes chez eux, tandis que d'autres vaquent à leurs préoccupations. C'est le cas de ces marchands ambulants qui font la course à la montre pour couler leurs produits à tout prix. Notons que les marchés de la capitale deviennent aux yeux de la population des lieux de stockage pour survivre, car c'est là où se trouvent les produits de consommation courante. À noter que ces dernières 72 heures, les pluies torrentielles accompagnées de vents et une mer très agitée par endroits soulèvent un certain nombre d'interrogations au sein des populations du pays. Certains citoyens craignent des ouragans, pendant que d'autres appellent au calme et à la responsabilité. Compte tenu des allures qu'a pris le phénomène dans la nuit, de lundi à mardi matin, une équipe de l'ORTC s'est rendue au service de la météorologie pour en savoir plus. Aliane Toha, chef du service de prévision à l'ANASEM, s'explique en ces termes. Et effectivement, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous subissons des fortes pluies avec des intensités variables dépendant de le positionnement d'une localité à l'autre, qui est dû aux anticyclones de Mascareignes.
des anticyclones que souvent sont des anticyclones migratoires, c'est-à-dire ça traverse le sud du canal de Mozambique, d'ouest en est. Seulement, cette fois-ci, l'anticyclone, dans son déplacement, il y a une lenteur qui est constatée, quasi positionnée au sud de nos îles, ce qui fait que depuis 2 jours avant-hier, nous subissons le flux du sud-ouest, un flux qui est accompagné d'une forte quantité d'humidité, ce qui fait qu'avec l'accumulation de jour en jour, nous recevons des pluies d'intensité forte dans le bassin sud-ouest de la Grande Comore, mais aussi dans le bassin sud d'Anjouan et la totalité de l'île de Moélie. Et dans le même ordre d'idées, le chef du service de la prévision à l'ANASEM fait un panorama de la situation météorologique prévue dans les prochaines 48 heures. Encore une fois, je vous propose de le suivre. Pour ce qui concerne la prévision pour demain et après-demain, nous pensons que ce système qui provoque les pluies actuellement va se déplacer vers l'est. Et si c'est le cas, nous allons avoir de moins en moins des quantités d'air chargées d'humidité. Et donc, ça va baisser la quantité de pluie que nous allons recevoir. Nous estimons que d'ici demain après-midi, cette situation va s'améliorer. Donc la dangerosité de ce système se trouve beaucoup plus sur mer que sur terre, parce que sur terre on n'a pas beaucoup plus de coups de vent, même s'il y a des rafales qui dépassent les 30 km/h. Mais puisque ça dure dans le temps, eh bien le courant marin a une direction et une intensité très forte. Donc, il y a des vagues qui peuvent dépasser les 2 mètres. Donc, c'est un danger pour les petites embarcations qui font la pêche. Maintenant, on s'entend à ce que les choses s'améliorent. Donc, ces vagues de 2 mètres va décroître jusqu'à trouver des vagues normales qui donnent des situations navigables pour les pêcheurs. Suite de l'actualité, le processus électoral au niveau des chambres d'agriculture des Comores continue son bonhomme de chemin. La démarche vise à la mise en place des structures insulaires afin de donner une véritable visibilité des actions menées par les dites chambres. Le juriste de la commission électorale fait le point. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de continuer le processus électoral de la mise en place des bureaux insulaires des chambres d'agriculture, élevage et pêche au niveau de Ngazidja. Le scrutin a eu lieu dans une atmosphère calme et sans incident. Monsieur Ali Mounidaho a été élu président de la chambre insulaire de Ngazidja à l'unanimité, dont Madame Fatoumia Amada a été élue première vice-présidente. Après l'élection des membres qui composent le bureau de l'Union des chambres, le bureau de la chambre insulaire, qui est bien évidemment administré par une assemblée, et cette assemblée qui a été élue aujourd'hui. Cette assemblée a désigné également 4 membres pour représenter l'assemblée insulaire au niveau de l'Union des chambres. Les 4 membres désignés pour représenter la chambre au niveau de l'Union des chambres, il s'agit notamment de M. Abdillahi Msaïdié, suivi de Madame Mariama Swalihi, et suivi de M. Youssouf Saïdemze, et enfin M. Chakour Madi. Donc, selon la loi, il doit s'agir de 2 agriculteurs, un éleveur et un pêcheur. Nous, commission électorale, avons constaté que tout a été passé dans les normes et suivant les dispositions prévues par la loi jusqu'à ce que les élections ont eu lieu, et avec beaucoup d'ambiance, avec une atmosphère qui a été calme. Nous avons
Nous souhaitons le bienvenu de ce bureau et nous souhaitons également une machine qui va répondre aux souhaits de l'État. Et les activités commerciales au niveau des Comores avaient pris une allure ascendante grâce à l'arrivée massive des vacanciers. Autrement dit, les Jeuviens. Ces derniers ont commencé à regagner l'Hexagone. Amadiou Chekro nous parle de l'impact occasionné par la diaspora au niveau de l'île de Nzouani. Le mois de septembre approche à grands pas, bye bye les vacances, mais également à nos familles vivant à l'étranger, dont la plupart sont de retour à leurs occupations respectives. Sachant que la présence de ces familles au pays booste l'économie nationale, on a recueilli quelques réactions. On ne peut pas parler d'un bon fonctionnement d'activité actuellement. Moi, j'ai fini mes études à l'université et je suis ici à vendre des friperies. Le comble, je n'ai même pas un endroit fixe pour mon activité. On compte plus d'un mois dont les activités génératrices de revenus sur l'île d'Anjouan marchaient différemment grâce à la présence de la diaspora. On ne vit pas une période où nos activités sont fructueuses, mais on ne perd pas la foi et on comprend que la vie n'est pas facile en ce moment. Plusieurs personnes déplorent la situation actuelle du crise économique qui secoue le pays de plein fouet. Actuellement, nos activités ne marchent pas comme on l'aurait souhaité parce qu'il n'y a pas de l'argent qui circule et ça nous met vraiment en difficulté. À mon avis, peut-être les gens ne sont pas encore payés. On peut dire qu'on vit une crise puisqu'on peut rester ici jusqu'au soir sans pouvoir vendre une chose. Pour rappel, on compte déjà plus de 2 années que la situation économique du pays se dégrade de jour en jour. Pas seulement du côté de la cherté des produits de première nécessité ou le manque des activités génératrices de revenus, mais également le manque de la productivité. Un nouveau centre commercial moderne à Moroni, l'établissement a ouvert ses portes ce lundi et dispose d'une gamme de variétés de produits de première nécessité, notamment des produits agricoles et halieutiques. L'initiative vise bien sûr à faciliter le quotidien de la population. Reportage de Elie Mzouri et Ahmed Nassor. Un rêve qui s'est concrétisé. Servir la nation. Ali Hamidou a jugé nécessaire d'ouvrir un marché moderne pour faciliter le quotidien de la population. Le centre commercial 6 à Moroni englobe tous les produits agricoles et carnés. Le projet revêt un double caractère, créer d'emplois et garantir la sécurité alimentaire. La diaspora comorienne joue un rôle prépondérant dans le développement socio-économique. Autre volet de cette édition, la ville de Mitsuje a procédé dimanche à une cérémonie commémorative coïncidant au 9e jour de la disparition du regretté, le grand notable Ali Wazir. Cette cérémonie religieuse a mobilisé les ulémas, la notabilité et des autorités étatiques. Ali Dimzouri et Ahmed Nassor. C'est la commémoration du feu Ali Wazir décédé récemment. Le regretté Ali Wazir a laissé des empreintes indélébiles dans le pays. Après la lecture du Saint-Coran à la mosquée de vendredi de Mitsuje, là où on prit par des cadres, notables et autorités étatiques du pays, les discours prononcés à cette occasion ont tracé le parcours de cette personnalité. Feu Ali Wazir était un homme sociable, courageux, chevronné. Il œuvrait pour la paix et le développement social. On a eu une grande perte, c'était une grande personnalité. De tous bords, c'est quelqu'un qui aimait les gens, c'est quelqu'un qui était philanthrope, c'est quelqu'un qui portait conseil à tout le monde, c'est quelqu'un qui s'attendait avec jeunes, vieux et moins vieux. Donc c'était une personnalité emblématique de notre pays et de notre localité. Donc il était du devoir de chacun de nous de venir ici aujourd'hui, donc en sa mémoire, pour essayer donc de prier devant le Seigneur pour qu'il lui ouvre les portes de son paradis. Je crois que la grande leçon à retenir de cette situation, c'est que si aujourd'hui tout le monde a pleuré la mort de M. Ali Wazir, c'est parce que son comportement, dans son vivant, tout le monde le ressentait. C'est quelqu'un de très bien, donc il est de la portée de nous tous, qu'aujourd'hui chacun doit donc préparer ses funérailles pendant qu'il est vivant. Donc s'il y a eu autant de monde, c'est parce que M. Ali Wazir, il l'a préparé.
Tout le monde s'accorde à reconnaître que le dauphin à loisir n'a eu de cesse sur la promotion de la paix pour l'unité. Prions pour qu'Allah l'accueille dans son paradis. Un incendie s'est déclaré à Moutsaoudou, derrière le stade de Missiri. C'est la 5e fois qu'on constate ce genre de feu dans ce même lieu. Une enquête est ouverte par la municipalité pour démasquer les auteurs de ces actes. Reportage de Dhulkarnaïn Youssouf et Naïda Mohamed Jafar. Centre de formation pour les pompiers. Plaisante un internaute en légende d'une photo postée sur Facebook au moment de l'intervention des soldats du feu. Une façon de souligner la répétition de ce phénomène sur le même lieu. En effet, ce 25 août, un autre épave a brûlé derrière le stade de Missiri à Mutsamidi. Ceux qui travaillent dans les environs ne se sentent pas en sécurité. C'est dangereux pour nous et pour l'environnement. Et là, on ne se sent pas vraiment en sécurité parce qu'à chaque fois, ces choses-là, ça se répète. On ne sait même pas ce qui se passe. Il faut ouvrir une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette zone. Parce qu'on ne comprend rien. On est là, on entend du bruit, et quand on sort, on voit du feu, beaucoup de fumée et tout. On est paniqué. Tout le temps, on est paniqué. Comme cette femme, beaucoup ne comprennent pas l'origine de ce phénomène. Jusqu'à maintenant, personne n'a su expliquer le comment du pourquoi. Le mystère était entier jusqu'à ce que la mairie fasse un coup de projecteur sur cette affaire. C'est toujours les mêmes individus. Ce sont des gens qui dorment là. Ils sont deux. Ils dorment là-bas. Ils passent leur temps là-bas. Donc c'est des ivrognes. En même temps, ils fument du hache. Et certainement... il y a deux possibilités, soit c'est des mobiles, disons qu'ils le font d'une façon normale, je dirais volontaire, ou alors c'est tout simplement des périodes où ils sont en train de fumer et ils ont mis le feu. Une dizaine d'épaves que la municipalité a entassées ici. Au fil du temps, les lieux qui étaient destinés à la construction d'un jardin d'enfants s'est transformé en cimetière de voitures. Mais d'où viennent ces carcasses? Il s'avère en effet que nous avons monté une opération qui consistait à l'époque de faire en sorte que les routes soient quand même accessibles en enlevant les épaves qui se trouvaient dessus. On l'a fait à plusieurs reprises, donc comme vous savez que nous avons à Moutsaoudou un gros problème en effet d'espace. Donc on les avait mis là parce que premièrement c'est pour occuper le terrain et deuxièmement c'était une phase transitoire qui permettait en effet de pouvoir les monter au niveau du site de l'Indihari. Une phase transitoire qui a pris 2 ans. Avec le temps, la municipalité a fini par s'en accommoder et le provisoire est devenu définitif. Toutefois, cette dernière envisage une solution. On a déjà pris les décisions qui s'imposent avec l'appui de Sonelec. Il va nous donner donc le gros camion qui permettrait en effet de les déplacer. D'accord ? Mais vous savez très bien tous les problèmes d'espace qu'on a sur Moutsa, on est en train d'étudier où on va les envoyer. A noter que le 31 mars 2022, un corps calciné est découvert dans le mal arrière d'une de ces voitures qui a pris feu. L'enquête n'a pas encore permis de retrouver le ou les responsables de l'acte. Un mot de culture, la première phase de l'émission Noura, une émission qui fait découvrir les talents des jeunes Comoriens, touche à sa fin cette semaine. 2 épisodes proposant des prestations en langue nationale qu'en langue étrangère sont déjà diffusés pour les organisateurs. Le niveau de la compétition cette année est très élevé, ce qui augure un suivi pour l'émission. Ikam Ben Saïd Hassan. Dans sa première phase, l'émission de découverte musicale Niora a captivé le public avec 3 épisodes diffusés jusqu'à présent. Les candidats ont offert des performances en langue étrangère et en comorien, suscitant un engouement tant aux Comores que parmi la diaspora.
Les organisateurs se réjouissent de la réception positive de l'émission et affirment que le niveau des candidats cette année est exceptionnel. Franchement, on est agréablement surpris. Ça a été un franc succès. Nous avons que des retours positifs, que ce soit ici aux Comores, mais aussi au niveau de la diaspora. Car comme vous l'avez vu, on a fait venir 2 candidats de la diaspora et ça nous encourage. Ça nous encourage à rester sur ce niveau, à faire encore mieux, à vous donner du plaisir pour les prochaines étapes, parce qu'on se rend compte que le niveau de cette année, il est très élevé. Ça nous motive encore plus, ça nous donne encore plus de courage, parce que vous êtes devant votre télé, mais vous ne voyez pas les coulisses. Vous ne savez pas tout le travail qui est fourni par toute l'équipe de Tartib, par tous les gérants de Tartib, que je profite là pour remercier mes agents. Nous avons recueilli les réactions de 2 candidats qui expriment leur enthousiasme de participer à cette aventure. Et pour moi, l'émission Niora, c'est un tremplin pour pouvoir être connue dans mon pays. Donc ça a été un honneur pour moi d'être sélectionnée. Ça se passe super bien depuis le début. J'ai fait des rencontres extraordinaires, vraiment. Alors ce concours pour moi c'est une très belle opportunité parce que j'ai la possibilité de pouvoir partager mon monde musical avec vous. Et franchement, je suis content d'être là et je vais tout donner pour vous rendre fiers. Alors que la première phase de l'émission arrive à son terme, l'avenir de Niora s'annonce prometteur avec l'introduction des battles appelés Mrengue. Et en sport, direction Madagascar où se poursuivent les Jeux des îles de l'océan Indien au sujet de la rencontre de handball disputée entre les Comores et l'île Maurice. La formation comorienne s'est qualifiée de justesse en battant les Mauriciens sur le score de 36-35. Et en basketball, les Comoriens ont perdu face aux Réunionnais. Le récit de Ousamedine Benhamed. L'équipe des Comores de basketball a raté son entrée en lice cet après-midi face à la Réunion. Battue par les Réunionnais pour leur premier match de la compétition sur 69-47, les Comores n'ont plus leur destin entre leurs mains. Dans une poule de 3, une victoire ce mercredi face aux Malgaches sera obligatoire pour espérer une qualification. Ce qui ne sera jamais facile vu les performances des Malgaches qui ont battu la Réunion 56-46 en match d'ouverture. Les basketteurs comoriens n'étaient pas en mesure de marquer directement des 3 points, ce qui est déjà un handicap pour une équipe qui souhaite aller plus loin. Les Comores devront se ressaisir ce mercredi pour leur match face aux Malgaches. En handball, les Comoriens sont en demi-finale après avoir assuré une victoire cet après-midi face à Maurice. Ils ont battu l'équipe de Maurice sur le score de 36-35. Donc vous savez que le handball comorien c'est de taille de difficulté, mais on essaie de lever le défi. Comme vous le savez, ceux qui sont aux Comores, ici à Madagascar, ou un peu partout dans le monde, on est en train de faire l'exploit qui n'a jamais été fait depuis le handball est né aux Comores. Donc dans ce cas-là, ce que je peux vous dire, on est déjà qualifié aujourd'hui. Un match qui n'était pas facile contre Maurice. On espère en demi-finale de jouer contre Mayotte ou La Réunion. Et on est là, on va battre jusqu'au bout. Cette victoire a permis aux Comoriens de rejoindre l'équipe féminine de l'épreuve dans les carrés de ce tournoi. Et dans le tableau des médailles, c'est toujours Madagascar qui domine avec ses 133 médailles, suivi de la Réunion avec un total de 123 et puis les Comores avec 11 médailles. Et en international au Pakistan, un tribunal d'Islamabad a suspendu la condamnation de l'ex-premier ministre Imran Khan. Et aux États-Unis, le 28 août 2023 marque le 60e anniversaire de la marche pacifique dirigée par Martin Luther King le 28 août 1963. L'événement avait mobilisé ce jour-là 250 000 personnes. Ce lundi, certains défenseurs des droits civiques américains ont célébré cette date. Et puis en France, des bouquinistes installés le long des quais de la Seine à Paris risquent de devoir plier bagages en cause les Jeux Olympiques de Paris de 2024. Reportage France 24 et France TV Washington.
L'ancien Premier ministre pakistanais est poursuivi dans plus de 200 affaires judiciaires depuis qu'il a été évincé du pouvoir par une motion de défiance en avril dernier. Au début du mois d'août, Imran Khan avait été condamné dans une affaire de corruption et aujourd'hui, un tribunal d'Islamabad a suspendu cette condamnation. Alors attention, elle n'a pas été annulée mais bien suspendue. Et donc s'il est libéré, Imran Khan risque d'être aussitôt réarrêté pour d'autres affaires judiciaires. Ses avocats ont fait savoir qu'ils avaient présenté une requête devant le tribunal afin que cela ne se produise pas. Mais tout est toujours à ce stade très nébuleux. Et puis plusieurs questions restent en suspens. On ignore par exemple si Imran Khan est toujours non éligible pendant 5 ans en raison de sa condamnation. Est-ce qu'il pourra finalement se présenter aux élections générales qui doivent avoir lieu dans les prochains mois? Des élections qui devaient avoir lieu en octobre prochain et qui finalement sont reportées à une date ultérieure qui n'a pas encore été précisée. Le PTI, le parti d'Imran Khan, est le parti qui est en capacité, on peut le dire, de défier la coalition de partis actuellement au pouvoir. Imran Khan n'a cessé d'accuser le gouvernement en place et l'establishment de vouloir l'asphyxier dans des affaires judiciaires pour l'écarter de la vie politique. Il avait échappé déjà à plusieurs tentatives d'arrestation, notamment en mai dernier, et cela avait conduit à d'énormes manifestations à travers le pays. Merci beaucoup, Sonia. Il avait un rêve pour l'Amérique, celui d'un pays débarrassé de son racisme. Martin Luther King et son puissant discours résonnent encore aujourd'hui à Washington. Frank Smith avait 20 ans quand il a participé à la marche. Originaire du sud des États-Unis, ségrégationniste, il se souvient de cet élan national. C'était un moment palpitant pour nous, de voir tous ces gens réunis, parce que pour la première fois dans nos vies, on comprenait que nous n'étions pas seuls. Comme Frank Smith, 250 000 personnes font le déplacement de tous les États-Unis le 28 août 1963 pour écouter le pasteur Martin Luther King. Les marcheurs demandent la reconnaissance de leurs droits civiques et la fin de la discrimination raciale. Car cela fait plusieurs années que les Afro-Américains protestent contre le système de ségrégation mis en place dans les transports, les écoles et les lieux publics. Si aujourd'hui ces lois ont été abolies, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir, comme le scandale à Tribune du 60e anniversaire de la marche historique, la petite fille de Martin Luther King. Aujourd'hui, le racisme est toujours avec nous, la pauvreté aussi, et maintenant les tueries par armes, même dans nos églises. Et dans les rangs des militants, beaucoup craignent un retour en arrière. On ne peut pas prendre ces droits pour un acquis. Il faut continuer à se battre tous les jours, surtout quand on voit la montée des mouvements haineux et suprémacistes blancs. Il est vrai que récemment, les droits civiques des Afro-Américains ont été attaqués. La discrimination positive dans les universités a par exemple été supprimée par la Cour suprême. Et dans certains États, comme en Floride, on apprend désormais à l'école que les esclaves ont bénéficié de leur asservissement pour acquérir des compétences. De quoi faire dire à beaucoup que le combat de Martin Luther King est plus actuel que jamais. Sur les quais de Seine, Charles est installé depuis 20 ans. Et pour la première fois, il va peut-être devoir déménager. La cause, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il nous demande principalement pour la sécurité. Alors, je ne sais pas trop en quoi ça gêne vraiment, puisque le défilé dure 4 heures. Peut-être un peu de déminage avant. Mais de retirer toutes les boîtes, ça devient très compliqué. Parce qu'il y a environ 500 boîtes ou 600 boîtes à retirer. Ça ne peut pas se retirer du jour au lendemain. Touristes et Parisiens tombent souvent sous le charme des dizaines de milliers de livres, gravures et affiches de ces emblématiques boîtes vertes. C'est l'amour du livre, c'est l'amour de l'image, c'est l'amour de la scène. C'est vraiment la marque de Paris, quoi. C'est sympa, surtout pour les visiteurs. J'aime l'esthétique que ça donne à l'endroit et j'aime regarder les différentes choses qu'ils ont à vendre. Clairement, ça se voit, on peut dire qu'ils sont là depuis longtemps. Depuis la fin du XVIe siècle, ces marchands de livres sont installés sur les quais parisiens. Déjà menacés d'expulsion et même de prison à l'époque, ils font désormais partie du patrimoine immatériel français. L'association des bouquinistes lutte contre ces décisions prises par la mairie de Paris. Les bouquinistes sont à Paris ce que sont les gondoliers à Venise. On n'imagine pas Venise sans les gondoliers, on n'imagine pas Paris sans ses bouquinistes et leurs boîtes. Pour eux, il n'existe qu'une solution. Maintien des boîtes en place, sécurisation par la préfecture une semaine avant et le lendemain de la cérémonie, on peut rouvrir. Une pétition a été lancée, elle réunit déjà 122 000 signatures.
Le rappel du principal titre avant de boucler cette édition: des dégâts matériels énormes causés par les fortes pluies de ces derniers temps, avec le débordement des eaux dans certaines localités de Ngazidja. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur ORTC. Au revoir.